Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser au tableau d'avancement. Le tableau d'avancement est un outil qui vous sert dès la première LS et qui vous sert en terminale S, qui vous servira également après le bac et qui nous permet de suivre l'évolution d'une transformation chimique en nous permettant d'avoir un accès direct et précis aux quantités de matière présentes en solution, que ce soit pour les réactifs ou les produits. Donc on suppose qu'on est dans le cadre de réactions qui sont totales, c'est-à-dire que les réactifs sont intégralement consommés s'ils sont dans les proportions stoichiométriques, ou alors que le réactif limitant est consommé et que la réaction s'arrête à ce moment-là. Alors quand je dis s'arrête, ça signifie que les quantités de matière n'évoluent plus, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien dans la solution. Tout ça on le verra un peu plus tard pendant l'année. Donc la réaction qui nous intéresse, c'est celle vue en TP dans la partie cinétique. Donc on étudie la réaction entre les ions I- présents ici, les molécules d'eau oxygénée avec présence du H+, car on est en milieu acide, et production d'un de molécules de d'iode. Donc le point d'interrogation ici signifie qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans le bécher qui contient ces trois solutions. Donc vous allez prendre en note, enfin je vous le conseille en tout cas, les volumes et concentrations de chacune des solutions, on va en avoir besoin par la suite. Et donc à chaque étape, lorsqu'il y aura des calculs à faire, l'idée est que vous fassiez vos calculs en mettant la vidéo en pause pour pouvoir comparer vos résultats au bien. Alors le tableau d'avancement ressemble à cela, je vais le commenter rapidement en faisant colonne par colonne. Donc dans cette première colonne, on a les trois états, état initial, en cours de transformation et état final. Donc l'état initial est clairement défini, c'est juste avant que la réaction ne démarre, c'est-à-dire avant que les premières molécules de réactifs, premières entités de réactifs ne se touchent et réagissent ensemble. L'état final est lorsque la transformation est arrêtée. Seconde colonne, on a l'avancement, qui traduit justement l'évolution de la transformation. Donc c'est une grandeur qui est notée petit x, qui s'exprime en mol. Sa valeur est de 0 à l'état initial, vu que la transformation n'a pas encore démarré, l'avancement est bien évidemment nul. Il atteint sa valeur maximale en fin de transformation, et il a une valeur quelconque qui dépend du temps, de l'instant auquel on se place par rapport à l'évolution de la transformation. Ici sur cette première ligne, on a l'équation de la réaction, que vous avez au préalable équilibrée en utilisant les équations, les demi-équations obtenues à partir de chaque couple oxydant-réducteur. Ensuite, on a ici les quantités de matière de chacune des espèces présentes. Donc c'est-à-dire que dans cette colonne, cette première colonne, on va avoir l'évolution de la quantité de matière en I- au cours du temps. Alors vous qui êtes intelligent, vous avez compris que cette quantité de matière en I-, comme I- est un réactif, va diminuer. De la même manière, la quantité de matière en oxygéné va également diminuer. La quantité de matière en OH+, va certainement diminuer. A l'inverse, les quantités de matière en I2 et H2O vont-elles augmenter, vu que ce sont des produits. Petite précision concernant l'eau, il y a bien évidemment des molécules d'eau présentes en solution avant, quand on travaille avec des solutions aqueuses. Et l'eau dont on parle dans ce tableau sont les molécules d'eau qui sont formées de par la transformation chimique qui a lieu entre les ions I- et les molécules d'oxygène. Donc on va d'abord s'intéresser à cette première ligne qui est vide, l'état initial. Donc pour l'état initial, ce qu'on va déterminer, sont les quantités de matière en I- et en H2O2, qui sont les réactifs présents. La quantité de matière en H+ ne nous intéresse pas trop, donc on ne mettra rien dans cette case. En ce qui concerne I2 et l'eau formée par la transformation, la réaction n'ayant pas commencé par définition de l'état initial, on considère qu'on a des quantités de matière nulles. Et ce sera souvent le cas, à part si on décide d'avoir des produits déjà présents, mais ce sera le cas dans des situations un peu différentes pendant l'année que nous rencontrerons ensemble. La quantité de matière initiale en I-, c'est la concentration initiale, enfin de la solution initiale en I- fois le volume versé. On en déduit une quantité de matière initiale d'1,0 fois 10 puissance moins 3. Voilà, donc c'est une valeur qu'on va ajouter ici. De même pour l'eau oxygénée, concentration fois volume, et on trouve une quantité de matière initiale égale à 1,0 fois 10 puissance moins 5. Voilà. Donc là on voit que la quantité de matière initiale en I- est 100 fois plus importante que celle en H2O2, ce qui ne veut pas dire pour autant que nécessairement l'oxygéné sera le réactif limitant. Il va falloir approfondir notre travail pour déterminer justement cela. Ensuite, en cours de transformation, que se passe-t-il? Donc première ligne, j'ai remis N0 de I- et d'H2O2, mais sans préciser leur valeur numérique, on va les intégrer simplement lorsqu'on en aura besoin. C'est plus simple de garder cette écriture. Alors, au cours du temps, la quantité de matière en I- diminue, elle est égale à ce qu'on avait au départ, N0 de I-, moins ce qui est consommé. Et ce qui est consommé, c'est qu'à chaque étape qui se fait, chaque fois qu'une molécule d'H2O2 réagit, en fait, on a deux I- qui réagissent.
donc on consomme 2 I-. Donc on consomme l'avancement multiplié par 2. La quantité de matière en H2O2, la quantité de matière initiale, moins ce qui est consommé. Et à chaque étape, on consomme une molécule d'H2O2. Donc la quantité de matière à tout instant, c'est N0, la quantité de matière initiale d'H2O2, moins l'avancement, ce qui est consommé. Cet avancement évoluant, croissant au cours du temps, on va avoir une quantité de matière totale en H2O2 qui va bien diminuer. De même pour les produits, là on a la situation inverse, c'est qu'on a une augmentation de la quantité de matière, donc on ajoute X, au lieu de l'avoir retranché pour les réactifs. Donc pour I2, le coefficient stoichiométrique, le nombre stoichiométrique est 1, donc on a un facteur 1 devant X. À chaque étape, on produit une molécule d'I2. Par contre, à chaque étape, on produit 2 molécules d'eau. Donc ce qui fait que, si on regarde, on compare I2 et H2O, à la fin, on aura produit 2 fois plus de molécules d'eau que de molécules d'I2. Dernière étape maintenant, qui va être décisive, c'est qu'on doit déterminer l'état final, c'est-à-dire la quantité de matière en I-, ici, tout à la fin de la transformation. Même chose pour H2O2. Pour H+, on s'est dit qu'on se laissait ça de côté, c'était pas utile ici. De même pour I2 et de même pour H2O. Pour cela, il faut savoir quand la réaction s'arrête. La réaction s'arrête soit lorsque tous les réactifs sont consommés. Donc là, on supposera donc qu'on sera dans les conditions stoichiométriques, c'est-à-dire que les quantités de matière en I- et H2O2 sont celles qu'il faut pour qu'à la fin, il ne reste ni I- ni H2O2. On a pile poil le bon nombre pour que chacun agisse et soit entièrement consommé. Soit alors l'un des deux réactifs est limitant. Pour déterminer le réactif limitant, c'est-à-dire celui que ça consomme en premier, on va supposer que chacun l'est. Donc supposons que I- est limitant. Si I- est limitant, dans cette case, on aurait une quantité de matière finale en I- qui est égale à cela, je vous rappelle, qui devrait être égale à 0, si I- est limitant. Donc N0 de I- moins 2x, c'est la quantité de matière à tout instant, et quand on a l'instant final, enfin, à la fin de transformation, x atteint sa valeur maximale. Donc on va supposer du coup que N0 de I- moins 2x max est égal à 0. En faisant ça, on va pouvoir déterminer le x max théorique, donc l'avancement maximal théorique qu'on aurait pu atteindre, qui est égal ici à N0 de I- sur 2. Donc numériquement, on trouve un x max égal à 5 fois 10 puissance moins 4, 5,0, pardon, fois 10 puissance moins 4 mol. Donc on a un premier avancement maximal théorique possible en tout cas. Si maintenant H2O2 avait été limitant, on procède de la même manière, on suppose que la quantité de matière finale en H2O2 est nulle. Or la quantité de matière finale en H2O2, c'est N0 d'H2O2 moins X max. Donc on suppose que c'est égal à 0. On déduit que du coup, X max devrait être égal à N0 d'H2O2. Donc X max serait égal à 10 puissance moins 5 mol. Quel avancement retenir? Ça va être à nouveau le plus faible des deux. Pourquoi? Lorsque l'avancement a atteint 10 puissance moins 5 mol. H2O2 est complètement consommé. Or, si l'avancement atteint 10 puissance moins 5 mol, on n'atteint pas l'avancement encore prévu pour I-, l'avancement maximal prévu pour I-. Ce qui veut dire qu'il reste des ions I-, mais ces ions I- n'ont plus personne avec qui réagir. Donc la solution ne peut plus avancer. En tout cas, les ions I- ne peuvent plus être consommés. Donc on va conserver cet avancement ici, maximal, qui va être 10 puissance moins 5 mol. Ce qui fait que dans notre tableau, on sait qu'on va effectivement à la fin avoir 0 mol d'H2O2, car H2O2 est réactif limitant. Par contre, la quantité de matière finale en I- ne sera plus égale à 0. On va pouvoir compléter donc la dernière ligne de notre tableau, en gardant en tête que X max vaut 10 puissance moins 5 mol. Donc la quantité de matière finale en I-, ça va être N0 de I-, la quantité de matière initiale, moins 2X max, soit 9,8 fois 10 puissance moins 4. Voilà. N d'H2O2 final va être nul, car H2O2 est le réactif limitant. N de I2, son avancement, sa quantité de matière finale
est égal à Xmax, car la quantité de matière à tout instant c'est la quantité de matière initiale plus X, donc à l'état final sera Xmax, et donc ça vaut 10 puissance moins 5 mol. Pour l'eau, je vous laisse trouver vous-même la réponse, qui ne nous est pas spécialement utile dans le cadre de notre étude pratique. Donc on a complété le tableau d'avancement complètement, on a les quantités de matière dans chacune des espèces présentes, notamment celle en diode, qui nous est utile pour avoir un lien entre l'absorbance au cours du temps et les concentrations en I2, qui est égale à la quantité de matière en I2 sur le volume. Sa quantité de matière en I2 est à tout instant égale à l'avancement X, comme on l'a écrit en classe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux appréhender maintenant les tableaux d'avancement. Ils fonctionnent tous de la même manière, à la différence que dans quelques temps vous allez vous intéresser à des réactions qui sont plus totales mais qui sont équilibrées, ce qui veut dire qu'on n'atteint pas un avancement maximal mais un avancement final dans lequel il restera des quantités de matière non nulles pour chacun des deux réactifs présents. Et on n'aura plus un réactif qui sera limitant. Mais vous le verrez bien assez tôt. Bon courage!